une production du Studio SF. Salutations groupe, re-bienvenue à J'ai du temps de discute. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes de bonne humeur et j'espère que tout votre entourage a pas trop d'allergies. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas de chaud de ce temps-là, puis je m'en ennuie, donc des fois, j'essaie des idées. C'est pas nécessaire! Mais non, c'est parce que la semaine passée, en fait, j'étais allé manger d'un resto et j'ai donné ma carte de crédit à mon ami, puis je suis comme, va commander. Ça me tentait pas de commander, je voulais pas prendre de décision. Je suis comme, commande de la bouffe, puis il revient, puis tout va être parfait. Puis il est sorti, puis on est allé s'installer dans un parc. Puis là, on a le plat principal. La seule affaire, en fait, qu'il avait prise, c'est un pad thai au homard. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah ouais, non, c'est ça, je suis intolérant au homard. Et donc, en plus d'avoir payé son repas, il a fallu que je retourne me chercher mon repas. Donc, c'est lourd, être intolérant à quelque chose. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me fait plaisir. Mon invité aujourd'hui, je suis très content de le recevoir. C'est un humoriste, un acteur, un fan de mixed martial arts. C'est un humoriste que je suis depuis longtemps. Je le suivais avant même de moi-même faire de l'humour. Je me souviens aller le voir dans les bars quand j'étais au cégep. J'ai été voir son premier one-man show quand il était en tournée. C'est un gars qui m'a, sans le savoir, aidé un peu à être plus calme sur scène, à être plus posé. C'est un gars que je trouve vraiment, vraiment, vraiment nice. Je suis tout le temps content quand je suis en show avec lui. Il est smooth, il est fin, il est drôle, il est brillant. Bref, j'ai reçu un ami qui s'appelle Eddie King. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 All right. My man Eddie King. Yes. Merci tellement d'être là, bro. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je te jure. Alors, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quoi, au bordel? Ouais, c'est sûr que c'est au bordel. Ouais, je pense que j'ai même un footage de ça en plus. C'est vrai? Ouais, j'ai ça quelque part. Ouais. J'ai ça quelque part. En fait, je pense que les 40 dernières fois qu'on s'est vu, c'était au bordel. Ouais. Ou la fois où je crois que t'es revenu animer vite fait aussi merde. Ah, au jockey? Au jockey, ouais. Oui, t'as raison. Il y avait une fois, exceptionnellement, t'es revenu animer vite fait. Et c'était la veille où tu t'en allais au Congo. Exactement. Parce que ton cousin venait de devenir président. Exactement, ouais. C'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça, ouais. Ça, c'était sick parce que t'étais monté sur scène, raconter ça, que ton cousin venait d'être... Ça venait d'arriver, genre. Et ça devait être en... C'était en janvier 2019. Et j'ai vu le produit fini au gala à Laurent Paquin. Ouais, c'est vrai, on était sur le même gala. À l'été, en juillet 2019. Ouais. Puis t'avais tout pété. Mais tout pété, mon gars. Merci, chef. Merci. C'était sick. Ouais, c'était cool. Franchement, ce numéro-là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Beaucoup de plaisir à le faire. Est-ce que là, c'est terminé? Tu le fais plus ou t'as une version plus longue? Bah, je le fais plus parce que y a rien qui se passe. C'est surtout pour ça. Ton dernier show avant que la pandémie éclate, est-ce que c'était au bordel? Fort probablement. Mais en fait, disons que le dernier show en dehors de ce genre de gig-là, je crois que c'était une levée de fonds pour la nation Wet'suwet'en. Okay. Ceux qui justement revendiquaient quand il y a eu les barrages de train et tout ça. Donc il y avait eu un gros rassemblement à la Tulipe et tout ça. Puis comme j'avais un numéro qui était sur cette situation-là, ils m'ont invité, je l'ai fait, puis ça s'est super bien passé. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. Tu sais, ça fait plaisir de... Parce que tu vois, c'est ça qui est un peu spécial avec toute cette situation, c'est que ça m'a encore plus frappé à savoir que on est chez eux, mais on connaît rien d'eux. Quasiment, mais vraiment rien. C'est-à-dire, même pas bonjour, je sais dire bonjour en aucune des langues des Premières Nations ici. Mm-hmm. C'est une honte, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, c'est quelque chose dont je parle de temps en temps sur scène, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en parler devant eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça m'a donné une joie de plus et puis une confirmation un peu de l'angle de ton sujet, de l'angle de mon sujet, de l'importance d'en parler. De l'importance d'en parler aussi. Ouais, le pire, c'est que tu as toujours été quand même, entre guillemets, engagé sur scène, mais la raison pour laquelle on t'étiquette pas comme un humoriste engagé, c'est que
t'es drôle. Tu comprends, je veux dire? Tu comprends? Ouais, en fait, tu sais, c'est quoi? C'est parce que je pense que je parle beaucoup du cœur, tu comprends? Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Et puis, même moi aussi, l'étiquette de engagé, je sais pas si je l'aime tant que ça, tu vois. Ouais. Mais je pense que je parle du cœur et de la même conviction. Tu sais, toutes les conversations qu'on aurait à table entre potes, et des fois, entre potes, on va parler de quoi? On va parler de nos enfants, et puis d'un seul coup, on va parler de politique, et d'un seul coup, on va parler des théories de conspiration, et d'un seul coup... Tu vois, c'est ça que je pense que j'aime recréer sur scène avec le public. Et où est-ce que on va pas tous être d'accord, mais à la fin, on va tous être potes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours du love quand même, parce que c'est de là que ça vient quand on parle de certaines choses, tu comprends? Voilà, quoi. Le pire, c'est que, je pense que je te l'ai déjà dit, moi, j'allais te voir... avant de faire de l'humour au Saint-Cyboire. Je me souviens de toi sur scène au Saint-Cyb avec ta casquette ici, man. Ça, c'est les premières minutes même. Même pas années, minutes. Puis je me souviens, moi, mettons, les premières années que j'ai fait du stand-up, j'étais juste habité par la peur. La peur que ça rit pas. Fait que je parlais fort, je parlais vite, je courais jusqu'au punch parce que j'étais juste terrifié. Et je me souviens te voir sur scène complètement à l'opposé de moi. Tout sauf apeuré. Ou si tu l'étais, du moins, tu le cachais vraiment mieux que moi. Puis moi, ça m'a allumé faire « Ah, dude, calme, t'es fucking nice. Fais juste jase. » Puis ça, je me souviens le moment où te voir toi sur scène et faire « Ah, OK, ouais, tu peux faire ça comme ça, tu sais. » Bah, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et j'en discutais à un moment donné avec tu sais, Julie qui à un moment donné faisait le booking du bordel et tout, et elle m'avait fait la même réflexion pendant je pense on tournait une émission et tout. Elle m'a fait la même réflexion et je lui ai dit c'est probablement juste qu'il y a d'autres choses qui me stressent et que dans le fond monter sur scène c'est la partie la plus cool et la plus chill de ta journée. Chill, peut-être pas de ma journée, mais dans tout ce qui vient vers moi, c'est probablement la chose la plus... Je suis plus stressé à chaque fois que je monte dans ma voiture que monter sur scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Tu comprends tu comprends le truc? Mais en fait, c'est que c'est rendu tellement... Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd et tout, machin, le mouvement Black Lives Matter, tout ça. Mais la vérité, c'est que on a toujours ce stress-là, tu vois. C'est même aussi dans le... Tu sais, dans le choix de la voiture que tu vas avoir et tout. Moi, j'ai toujours aimé avoir des voitures de luxe, tu comprends? Mais ouais. Mais, luxe, bon, tu sais, genre, la basse gamme des voitures de luxe. Une Toyota Camry. Tu sais, on va pas commencer à parler de Bentley et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me souviens, mon Dieu, quand tu étais chroniqueur à Cap sur l'été, ça fait déjà 3-4 ans de par ça. Ici l'été, ouais. Par ici l'été, exact. Ouais. Puis, et je me souviens qu'à un moment donné, t'étais en route vers le show et t'es arrivé en retard à cause du profilage racial. Puis finalement, t'avais changé le sujet de ta chronique pour parler de ça. Ça a toujours fait partie de ta vie. C'est Stéphane Bellavance qui avait pris cette initiative et je t'explique, en fait, c'est que... C'est un peu embarrassant d'en parler, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler, surtout dans des choses comme ça. C'est que quand je suis... En fait, il y a eu un truc avec... il y avait un truc avec mes assurances. Je sais pas pourquoi. Il disait que il y avait une note de la part de la SAC qui disait que j'avais pas d'assurance, mais j'avais des assurances. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui se règle rapidement quand tu parles avec le policier. Tu dis, regarde, voilà ma preuve d'assurance, et that's it. Mais le policier était tellement condescendant et arrogant avec moi, tu comprends? Genre vraiment, il me parlait comme si limite je suis son fils, quoi. Tu comprends? Et quand ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, ok. Mais quand ça t'arrive 10 fois qu'un policier te parle comme ça, à un moment donné, tu vas péter ta coche. Et ce jour-là, c'était vraiment comme, ok, j'en ai marre que tu me parles comme ça. Et I went off on him. Vraiment, I went off on him. Genre, I lost it. Et ça aurait pu se passer beaucoup plus mal que ça. Beaucoup plus mal que ça parce qu'il a appelé des renforts. Fait que la rue Sainte-Catherine était bloquée. Non. Je te jure, la rue Sainte-Catherine était bloquée. Et quand les renforts sont arrivés, il y avait une voiture de police devant, une derrière et 2 motards. Ah, man. Et quand je suis sorti pour lui montrer ma preuve d'assurance, tu comprends? Pour lui montrer la preuve d'assurance et tout, puis j'étais tellement énervé, je l'engueulais. Pauvre sa maman, j'ai dit toutes les je l'ai nommé de tous les noms. Oh my God. Ah ouais, je te dis, j'en avais marre. La pire personne sur qui tu peux tomber en temps d'altercation
tu sais, comme oral, c'est un humoriste. Parce que là, c'est que non seulement t'es en colère, mais en plus, t'as de la répartie. Bah ouais. Fait que tu te dead, c'est sûr. Et il y a un des policiers qui était en moto qui l'a appelé sur le côté. Et quand il est revenu, d'un seul coup, tout était résolu. Ah, c'est vrai. Donc, ils m'ont reconnu. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'était... Mais ça aurait pu très mal finir. Et je t'avoue que à un moment donné, tu te retrouves à un moment où est-ce que tu es comme, OK, ça suffit cette injustice, ça suffit ce genre de conneries-là. You know what? If it's the end today, it's the end today. Puis je t'avoue qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu dans ce mode-là. Ouais. If today is the end, it's the end. Genre, on va pas se laisser mal parler et puis traiter différemment ou tu vois ce que je veux dire, ou taper dessus comme ça, bro. Mais c'est parce que c'est à un moment donné, ben, je comprends quand même. En fait, je peux pas dire que je comprends entièrement, mais je suis fucking empathique à ce que tu me racontes parce que moi, je suis en colère ces temps-ci. Ben ouais. Et c'est pas ma réalité. Ben ouais. Alors c'est pour ça que je te dis, entre monter sur scène et monter dans ma voiture. Monter sur scène, ça va, frère. C'est pas de stress, mon gars. Monter sur scène, c'est facile, frérot. Tu comprends? Mais monter dans ma voiture, c'est comme... Ah, fuck. T'as tout ce que tu ressens, que, probablement avec le track, le stress, tu sais, genre... tu sais, j'ai une blague dans mon spectacle où est-ce que je dis ça, en fait. Je dis... en fait, je parle du métissage dans les couples. Comment, quand t'es avec un noir ou un blanc, puis je dis que, tu sais, même si on est différents, vu que si t'es dans un couple mixte, les deux, vous devez essayer de vous comprendre. Même si vous venez de deux réalités. C'est votre job de faire en sorte que vous vous comprenez, tu comprends? Et quand je pointe une fille blanche dans le public, je dis, tu sais, peu importe à quel point si on est un couple, peu importe à quel point tu me supportes, tu pourras jamais totalement comprendre la réalité d'être noir. Par exemple, pourquoi je stresse quand il y a une voiture de police qui passe, tu comprends? Et ce que je lui dis, c'est que moi, il faut que je trouve les mots pour t'expliquer comment je me sens. Et je lui dis, imagine que tu seras en train de nager dans l'océan comme une sirène et qu'au bout d'un moment, il y a un requin qui passe à côté de toi pendant que tu as tes règles. So, chaque fois qu'il y a une voiture de police qui passe et que je suis en voiture, that's how I feel. That's the feeling, bro. Là, on rit, mais en même temps, c'est tellement injuste, c'est tellement choquant. Puis, tu sais, là, tu portes le T-shirt 846, t'as des filles, comment tu gères tout ça? Comment tu les éduques? Comment tu te prépares à... Ah, j'ai dû expliquer dernièrement à ma plus vieille parce qu'elle me posait la question. Elle me dit, what does it mean Black Lives Matter? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et je devais trouver... Je vais lui trouver les mots pour le dire. Bon, déjà, she knows she's black. Déjà, ça c'est quelque chose qui était déjà établi. She knows she's black. Puis je devais lui expliquer, écoute, en tant que noir, des fois, il y a des gens qui sont pas tout le temps gentils avec nous. Et en fait, quand on leur dit Black Lives Matter, c'est pour leur dire, hey, on est vos potes aussi, on est pareil que vous. Pourquoi vous êtes méchants? On est gentils, nous. Ouais, soyez gentils avec nous. C'est comme ça que j'ai dû lui expliquer. Tu vois, j'avais pas d'autres explications, mais tu sais, pour moi, ça a toujours été important de faire comprendre ça à mes filles que... tu sais, genre d'où elles viennent, leur background. Et quand je dis leur background, c'est autant bien leur background par rapport à leurs racines congolaises qui viennent de moi, leurs racines haïtiennes qui viennent de leur mère, mais leurs racines québécoises aussi, parce que les gens, ils le veuillent ou pas, leur grand-mère a émigré ici, leur mère est née ici, et elles sont nées ici. Ça fait 3 générations, tu comprends? Et on est dans un moment où est-ce que souvent, et surtout, je ne vais même pas me gêner de le dire, avec le gouvernement qu'on a en ce moment, dès qu'il y a un désaccord ou dès qu'il y a une revendication d'une certaine partie ou d'une certaine minorité de la population, on est très rapide à leur enlever leur carte de Québécois. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est quelque chose que je veux pas pour mes enfants. Tu comprends? Donc, c'est important pour moi qu'elles sachent que, voilà, tout ça, c'est très important et que ça fait partie d'elles. Tu vois? Et toi, comment tu te sens par rapport au Québec? Parce que tu es d'origine congolaise, tu as grandi en France et tu es arrivé ici à la fin de l'adolescence?
Début de l'adolescence. En fait, je suis allé à l'école ici, là. C'est vrai? Ouais, je suis allé au secondaire ici, moi. Arrête! Ouais, juste là, derrière, là. C'est là que t'as appris à te battre, man. Exact. Exactement, tu vois. Et comment je me sens par rapport au Québec? Je suis heureux d'être ici, des opportunités qui s'offrent à moi ici, de la chance que le Québec a pu donner à ma famille, à ma mère, qu'elle a pu refaire sa vie ici 10 000 fois mieux que ce qu'elle avait pu essayer d'accomplir en France, tu comprends? C'était comment en France quand t'as grandi? Moi, j'étais allé voir ton premier one-man show, puis je sais que t'en parlais, puis je trouvais... Ouais. J'étais genre 3e rangée au Saint-Denis, mon gars. Je me souviens encore de te regarder, puis je trouvais ça cool de... J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai aucune idée. Je te dirais que la France, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Un, il y a la densité de la population. Comment? Deux, il y a une histoire qui est différente au niveau de parce que c'est une force coloniale et ça c'est encore très impliqué, très implémenté dans leur manière d'agir, dans leur manière d'agir, mais dans l'histoire. Et en fait, c'est une force coloniale qui est directement un lien avec l'Afrique, tu comprends? Donc dans le fond, je te dirais que dans le fond, il y a ce lien qui est très fort et très très compliqué. Et donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de, tu sais, ces forces coloniales, ces populations des anciennes colonies, c'est elles qui ont aidé à rebâtir la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, il n'y a pas eu de reconnaissance pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est des soldats qui ont été utilisés un peu pour être au front contre les Allemands. C'est beaucoup de choses comme ça qui traînent derrière leur histoire et en fait qui est très difficile de faire la paix avec. Donc ça fait en sorte que les tensions sont beaucoup plus vives et beaucoup plus compliquées. Puis bon, c'est très voilà, c'est très facile, c'est très difficile c'est plus difficile de se faire une vie ici. Tandis que ici, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà pas mal qui est déjà fait en amont, quoi, je crois. T'as grandi où en France? Dans une ville qui s'appelle Goussainville. Ça, c'est en banlieue de Paris? En banlieue de Paris, ouais. Juste à côté de Roissy, en fait. Vraiment, genre, moi, je voyais les avions atterrir de ma fenêtre. Puis ça ressemblait à quoi? Goussainville, c'était le hood, bro. Yeah? Mais ça a changé, hein. C'est vrai? Frère, j'y étais quand pas cette année. Je pense l'année dernière, je suis passé vite fait. Parce que cette année, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais je suis passé vite fait. Et dans mon quartier, et en fait, c'est parce que mon quartier était devenu tellement insalubre qu'ils ont rasé genre le 2/3 du quartier. Non. Ouais, 2/3 du quartier. Où ils ont mis les gens? Ils les ont mis dans d'autres cités, dans d'autres endroits. Et le building où j'ai grandi, c'est un des seuls bâtiments qui reste encore là. No shit. Ouais, je te jure, sur l'allée Maurice Ravel, il est encore là, bien solide et tout. Et c'était très multiculturel, j'imagine? Ouais, très, on était d'un peu partout. En fond, majoritairement, soit d'Afrique ou de descendance africaine. Et toi, t'as grandi avec ta mère? Ouais, je grandis avec ma mère. Mon père, lui, il vient d'une autre ville pas trop loin qui s'appelle Éragny. Et mon père là, il est à la retraite maintenant, mais il était fonctionnaire pour la ville d'Éragny, un fonctionnaire de l'État. Voilà, quoi. Et ta mère a grandi au Congo? Ouais. Et mon père aussi. Et il a immigré en France bien avant. Et mais bizarrement, ma mère et mon père, ils allaient au primaire ensemble. C'est vrai? Je te jure. Tout est connecté, dans ta vie, man. C'est spécial, hein? Et est-ce que tu as aimé grandir en France? T'as-tu aimé ton enfance? Ouais, parce que c'est mon enfance, donc c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie, tu comprends? Mais je suis aussi conscient des challenges qu'il y avait aussi, tu vois. C'était pas la vie en rose, tu vois. Comme je te dis, genre mon quartier, quand je te dis qu'il était insalubre, il était insalubre, hein, c'était pas cool, c'était vraiment pas cool, tu vois. Mais en même temps, quand t'es enfant et que c'est la seule chose que tu connais. C'est ça, tu l'as su plus tard. Quand tu commences à voir mieux, t'es comme, mais je vivais dans la merde en vrai. C'était pas, tu comprends? Donc voilà, quoi. Et là, par la suite, t'es arrivé au Québec. Mm-hmm. L'adolescence ici à Montréal, comment ça s'est passé?
C'était bien. Moi, quand je suis arrivé, la première année, j'habitais à Pointe-Saint-Charles. Ça te tentait-tu de venir ici? Au Québec? Quand t'étais kid, ouais? Oui, ça me tentait, mais comment dire? Oui, ça me tentait, mais en même temps, quand je suis arrivé, après, ça me tentait plus. Ah non? Ouais, ça me tentait plus de rester. Pourquoi? Parce que on dirait que j'arrivais pas à me sentir à ma place. Et en fait, comment ça s'est passé, c'est que tout mon secondaire, j'étais comme, vas-y, dès que je finis, moi, je rentre en France. Dès que je finis, moi, je rentre en France. Parce que tes meilleurs amis étaient là-bas? Mes amis, ma famille, tout ça, ouais, c'est très difficile quand tu arrives dans un pays, puis t'as personne de ta famille. Là, c'était toi puis ta mère, c'est moi, tout. ma mère et ma sœur, c'est tout. Oh shit. Tu comprends? J'étais, ouais, moi, vas-y, je rentre en France. Et quand j'ai fini secondaire, à 18 ans, je suis rentré. Frère, au bout de 3 mois, je suis revenu. C'est vrai? Au bout de 3 mois, je suis revenu. Donc, Parce que finalement, la maison, c'était... je pense que j'étais trop habitué. Tu sais, quand tu vas d'un endroit à l'autre, dans le fond, tu fais juste un peu changer le mal de place, tu vois. Et je pense que j'étais plus habitué à ce que j'avais, aux avantages et aux contraintes que j'avais ici que celles que j'avais en France. C'est-à-dire que en France, tu commences à travailler. Pour rentrer sur le marché du travail, tu rentres tard sur le marché du travail. Moi, quand je suis arrivé ici, 14 ans, je travaillais déjà, je distribuais des Publisac avec mon petit corps tout maigre. Là. C'est vrai? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est des petits trucs comme ça qui me disaient, tu sais, je peux un peu me débrouiller, tu comprends? Et j'avais une certaine autonomie que j'arrivais pas à retrouver quand j'étais... Quand t'es retourné quand je suis retourné sur Paris, ouais. Et à quel moment tu t'es senti à la maison ici? Je pense que c'est justement à mon retour ici. Ah ouais, hein? Ouais, à mon retour ici, puis en commençant le cégep, puis ouais, là j'ai commencé vraiment à vraiment bien me sentir. Mais avant ça, c'était un peu plus compliqué. Je pense que c'est tout ce qui va avec l'adolescence et tout. Puis ouais, voilà quoi. L'école, est-ce que t'aimais ça? Oui, en fait, non. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que je t'avouerais que déjà, je suis arrivé à un moment au Québec avec beaucoup de tensions. Je pense que les tensions qu'il y avait au niveau racial et ethnique étaient même plus vives que ce que je vois maintenant. C'est-tu vrai? Ouais, parce que moi, dis-toi que je suis arrivé genre 2 semaines, genre peut-être avant le référendum, genre. Oh shit. Je te jure, ma première bagarre, c'était à cause de ça. Oh man, à cause d'un dude que tu connaissais même pas. Ouais. Et tu sais, il m'a posé la question tout bêtement. Il me dit, hey, est-ce que t'as envie que le Québec il se sépare du Canada? Ou tu sais, il me pose la question sur cet enjeu-là. Je vais me séparer du Canada. Mais non, mon gars, le Canada c'est beau comme ça. On est une famille, il faut qu'on soit unis. Mais sans comprendre les enjeux qu'il y avait derrière, tu comprends? Il m'a mis une patate. Mais oui, no shit. Ouais, on a dû se battre. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, c'est là que c'était vraiment une tension. Et tu sais, il y avait des problèmes aussi. Il y a eu des problèmes de profilage dans l'école. Ouais, c'était... Comme c'était quoi? horrible. Oh, gars, genre... Écoute l'histoire. Putain, je pourrais en parler des heures. Mais écoute l'histoire. Genre, à mon secondaire 5... il y avait des problèmes parce que pour ceux qui savent pas, ici on est à Saint-Henri, tu comprends? Ouais. Et bon, c'est pas le quartier le plus favorisé du monde, tu comprends? Bah, maintenant c'est mieux, ça commence à se gentrified, mais avant c'était pas ce qu'il y avait de plus top, tu comprends? Et il y avait énormément de tensions, beaucoup de gangs, mais genre des gangs d'un peu partout. Il y avait une gang de Québécois qui était ici, qui était à Pointe-Saint-Charles, qui s'appelait West Coast. Non. Les gars qui parlaient probablement pas anglais. Ah, gars, c'était chelou ces mecs. Il y avait une gang qui s'appelait West Coast, puis il y avait une forte concentration de Congolais aussi. T'avais tous les West Indians, Jamaicans qui étaient qui venaient de Burgundy. Donc t'avais tous ces trucs-là. Mon frère, t'avais les Russes qui étaient là aussi. Non. Ah ouais, tu comprends? C'était quelque chose, frérot. Et à un moment donné, il y avait un truc où ce qu'ils faisaient, c'est que pour démanteler ces gangs-là, genre, ils faisaient du profilage. C'est-à-dire que ils pointaient chacun et genre, ils te mettaient des cases sur le dos jusqu'à ce qu'ils trouvent une raison pour te renvoyer. Tu comprends? Et à un moment donné, c'est tombé sur moi. Moi, je suis dans aucune gang. J'ai jamais été dans une gang. Frère, j'ai jamais eu la motivation. Oh là là.
Oh là là, frérot. Oh, quoi, faut se lever, là. Bah ouais, Fuck frère. this. Tu sais, entre parenthèses, tu vois, une fois, je parlais avec un mec qui était dans toutes ces histoires-là, tu comprends? Et il commence à me parler il me parlait des histoires de, voilà, en fait, là, en ce moment, la cam, elle était pas bonne, le produit était mauvais, il y avait une mauvaise substance et tout, ça a causé des problèmes, là, machin. Et le mec, dans sa conversation, en une phrase, il avait des théories en chimie, il avait des théories en juriste, il avait des théories. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, tu dis, frère, va à l'école, c'est plus simple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, j'ai toujours été de ce truc-là, genre, j'ai pas le temps de faire des conneries comme ça, tu vois. Donc, j'ai jamais été dans une gang, j'ai jamais voulu, j'ai jamais cherché, ça m'intéressait pas. Est-ce que ta mère, c'est important pour elle? Est-ce que ça que je vient sois de dans ça? une gang? Non, l'inverse. Bah oui, c'est important pour elle que je ne sois pas là-dedans, Ouais. mais elle a jamais eu à lutter pour que je sois pas là-dedans. Parce que toi, de base, ça t'attirait pas. Non, ça m'intéressait pas, tu vois, ça m'intéressait pas du tout. Franchement, je te jure, c'est trop compliqué, tu T'as vois. toujours eu le cœur à bonne place, elle dit. Bah oui, ou peut-être la paresse, un des deux. Un des deux. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il pointait des gens et il dit, dès qu'il y avait une histoire, il te mettait ça sur le dos. Et à un moment donné, c'est tombé sur moi. Et comment c'est tombé, c'est que je pense que j'avais fait une demande, j'étais en secondaire 5, j'ai fait une demande à un cégep, dans un cégep, à un certain cégep, dans je sais plus quel programme, et j'ai reçu une lettre de refus. Et là, j'étais merde. Donc le lendemain, j'étais un peu dégoûté. Je suis parti voir la conseillère d'orientation et j'avais un cours de français et il y avait un test dans le cours de français. Tu vois, il y avait comme un test. C'est pas un examen, c'était juste un test. OK. Gars, tu peux rattraper ça à midi, ça se fait vite fait. Ouais. Je suis Puis quand j'arrive là, il y a un de mes gars de ma classe, le seul autre français qu'il y avait dans l'école, C'est un vrai? Marseillais, ouais. Ouais. Qui était là et qui sortait du bureau, puis il me dit, tu sais quoi, je vais dire à la prof que t'es là, comme ça, elle te cherche pas et t'as pas une absence. Tu comprends? Je fais, OK, cool. Parce que lui aussi, il était dans le même cas. OK. Donc, je rentre dans le bureau et genre, comme 5-10 minutes plus tard, ça frappe à la porte. Papa. On ouvre la porte, c'est la prof de français. Ah, t'es là, mon Moses, hein? là, ça va faire. Là, tu te caches ici, là, pour pas faire ton test. Là, ça se passera pas de même, là. Nous autres, là. Je suis comme... Je dis, madame, je suis pas en train de jouer, là. Je suis là devant la conseillère d'orientation parce que je cherche à qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, tu comprends? Ouais. Non. Puis là, la conseillère, elle est mal à l'aise. Je dis, non, je pense qu'il faut que tu remontes en classe. Et là, pendant qu'on sort, elle commence à m'engueuler. Elle me dit des conneries. Et à un moment donné, je perds patience. Je fais, madame, vous n'êtes pas ma mère, vous n'êtes pas mon père, on n'a pas élevé les cochons ensemble, OK? Vous ne parlez pas comme ça. Tu vois? Et elle a dit, quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et en fait, le directeur est sorti à ce moment-là. Il l'entendait, mais il ne voyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme il y avait comme un angle où il ne pouvait pas voir, tu vois? Et là, genre, je monte en classe et je me défends quand la prof, elle n'arrête pas de me dire, je dis, parle pas avec moi, tu vois? Et je reçois un appel dans l'interphone, le directeur qui m'appelle. Là, il commence à dire que j'ai agressé la prof. Non. Je te jure. Non. Je te jure. Non. Oui, bro. Oui, bro. Il commence à dire que j'ai agressé la prof. Fuck. Ouais. Il commence à me dire des trucs comme ça. T'as agressé la prof et tout. Voilà, t'es suspendu, machin. Il faut que que la prof s'est sentie intimidée, que blablabla. Et que, voilà, tu dois écrire une lettre d'excuse. Machin. Je rentre chez moi, ma mère elle me dit, t'écris jamais cette lettre d'excuse. Jamais t'écris ça. Parce elle sait que je serais jamais capable de faire une chose pareille, tu comprends? Ouais. Et là, bon, finalement, après comme 10 jours de suspension ou 20 jours de suspension, je sais plus, 10 jours, une dizaine de jours de suspension, finalement, je retourne à l'école. Ça négocie avec ma mère et tout, je reviens à l'école. Ok, là je reviens à l'école, mais là c'était sur mon case. Donc là j'avais des surveillants. Il y avait une surveillante qui est venue me voir, elle m'a dit, toi là tu finis pas l'année 7. Ah Toi là on va se débarrasser de toi. J'avais des menaces comme ça. Ça se passait super mal. Déjà j'avais pas des super bonnes notes en français, là c'était encore pire. Et point où est-ce que j'avais manqué trop de cours, tu comprends? Genre donc mon année en français, ça se passait super mal. Ouais. Mais tu sais, l'examen du ministère à l'époque, je sais pas si c'est toujours maintenant, comme ça maintenant, mais ça valait 60%, je pense, de la note. Ok. Et j'arrive à l'examen du ministère. Je te jure, frérot. Tu sais, il fallait écrire une rédaction sur un certain sujet. Tu avais comme 2-3 sujets que tu pouvais choisir. Ok. Je te jure que dans les. Tu sais, ils te donnent comme espèce de petit livret avec qui portent sur le sujet, tu vois. Ok. Je te jure que dans un des sujets, cette année-là, c'était le verlan.
Non. Sur la tête de ma mère. Non. Le verlan. Tu me niaises? Frère, c'est ma langue maternelle. Oui, c'est ça. Frérot, c'est ma langue maternelle. J'ai regardé, j'ai prié le ciel, j'ai dit, c'est pas possible. Le verlan, waouh. Mon frère, j'ai écrit un texte, frérot. J'ai passé mon année, je pense que j'ai passé mon secondaire 5 en français, j'aurais eu 61 ou 62. Ça veut dire que l'examen, je l'ai clenché, frérot. Grâce au verlan, man. Grâce au verlan. Tu vois? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le verlan, c'est le slang qu'on parle à Paris, tu vois. Où est-ce qu'on retourne les mots et tout. Voilà. Tu vois, c'était ça qu'on parle. Donc, tu sais, à la place de dire... relou. Relou. Au lieu de dire lourd, tu dis relou. Au lieu de dire femme, tu dis meuf. Ouais. Tu sais, au lieu de dire mec, tu dis que mec, tu vois. C'est ce genre de choses-là, tu comprends? Donc, c'était sur comment les langues se modifient. Voilà. Frérot. Wow. J'ai défoncé ça, tu vois. Non, mais c'est... Mais écoute la fin de l'histoire. Fast forward. Moi, à cause de ça, à cause de toute cette expérience-là, balle de finissant, je dis, vas-y, va niquer ta mère. Je vais pas au bal de finissant, je veux rien savoir. Tu rentres dans l'école, il y a aucune photo de moi. Je voulais plus rien savoir de cette école. Fuck this. Plus rien. Vraiment plus rien. Et ça a encore renforcé le sentiment que je voulais juste rentrer chez moi. Je voulais juste rentrer en France, tu vois. Mm-hmm. Fast forward, on tombe en... Quoi? Je pense que c'était après que j'ai sorti mon premier one-man show, genre 2012 ou 2013. Il y a une de mes potes qui dit ma sœur, elle est intervenante dans une école, elle voudrait que tu viennes parler avec les jeunes. Elle dit ouais, cool, quelle école? Polyvalente Saint-Henri. Je fais pfff. Jamais de la vie j'irai. No shit. Jamais de la vie j'irai. Jamais. Elle me dit ouais, là sa sœur m'appelle, fait ouais, vas-y, ce serait bien pour les jeunes et tout. Là je lui reparle de mon expérience. Ok, cool, mais tu sais, je pense que ce serait bien que tu fasses ça au moins pour les jeunes. Je fais ok, ben, je vais parler aux jeunes, je vais dire ce que je veux. Elle me dit deal. Tu vois? Fait que t'es retourné? Je suis retourné et je suis accueilli par le directeur qui est encore là. C'est le même? Le même. Non. Je te jure. Hey, là, hey, ça va bien, on a une vedette parmi nous, là, hey, c'est bien, tout ça. Mais il me reconnaît pas. Il dit, mais là, j'arrive pas à me souvenir de vous, là. Tu sais, je dis, ah, là, je suis un peu froid avec lui, tu vois. Avec raison. Je suis un peu froid et tout. Et puis, je reviens, je finis le truc avec les jeunes et tout, machin. Et finalement, avant de sortir, je dis, laisse-moi passer dans son bureau. Et là, je vais dans son bureau, je dis, écoutez, monsieur, vous vous souvenez pas vraiment de moi, hein? Il me dit, non, je me souviens pas de moi. Ok. Et là, je lui dis mon vrai nom. Et là, ça tilte un peu, tu vois. Et là, je lui explique que, là, vous avez vu aucune photo de moi, pas de livre de finissant, pas de balle de finissant, vous avez rien vu de moi. Et ben, je vous explique. Et là, je lui raconte ce qu'il m'a fait. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est vraiment mis à pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte que, tu sais, on peut parler autant d'intimidation, de profilage, de machin, de choses comme ça aujourd'hui. Puis, tu sais, à cette époque-là, c'était gros, là, parler de l'intimidation. Je dis, ouais, mais mon intimidateur, c'était au secondaire, c'était vous. C'était pas les autres. C'était vous qui étiez le pire. Comment tu fais quand c'est l'institution elle-même qui te fait ça, tu comprends? Donc, c'était quand même assez spécial et très, très particulier comme moment, tu vois. Est-ce qu'il... Il s'est excusé. Ouais. Il s'est excusé, puis, tu sais, c'était des excuses sincères parce que je pense que, malgré que tout ça se soit passé, je pense pas que c'était ça son but, tu vois. Mm-hmm. C'était pas ça son but, puis je pense que il a senti que peut-être qu'il a fait énormément pour beaucoup de jeunes, mais que sur celle-là, il a échappé. Tu vois. Et je sais que moi, je suis pas le seul à qui ça a fait du tort, ce genre d'histoire-là, tu vois. Ou est-ce que tu veux te débarrasser d'un problème, mais que la seule raison pour laquelle tu aurais peut-être l'idée que moi, je fasse partie d'une gang ou pas, c'est la seule chose, c'est la couleur de ma peau. Parce que quand tu regardes dans les faits, I never did anything like that. Jamais tu vas me trouver avec de la drogue, jamais, genre. La première fois que j'ai acheté du weed, c'est quand c'est devenu légal dans ce pays. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à ce point-là, tu vois. Fuck, man. Puis le pire, c'est qu'on voit qu'encore aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que l'intimidateur, c'est l'institution. Bah ouais. Et à un moment donné, quand ton intimidateur, c'est eux, tu fais quoi? Quand ton intimidateur, c'est la police, t'appelles la police? C'est ça. Tu sais ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dis, yeah, I'm losing it. Puis que je lui dis, prochaine fois que je me fais pull over et qu'on me parle, et que ça se passe mal et que ça en vient à ce point-là, I'm ready to die. Fuck, man. C'est tellement... Parce que c'est quoi? Je vais rester tranquille, on va poser un genou sur ma nuque pendant 8 minutes et quelques et je vais demander please, please, please et je vais faire sur moi en même temps? Bro, non, man. Si ça arrive à ce point-là,
tu vas peut-être prendre ma vie, mais tu prendras pas ma dignité. Impossible. Impossible. Ça, on en est là, bro. Absolument, man. J'ai pas d'autre mot que triste, man. Ça me déchire le cœur de t'entendre ça. Mais, on est dans un tournant. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Ça, faut le souligner. Ça, faut souligner que quand j'étais à la marche, les 2 marches où j'ai été, everybody was there. Ouais. Everybody. Tout le monde, genre vraiment, of all kind, était là. Et ça touche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est sûr que pour nous, il y a un côté un peu essoufflant dans le sens que, tu sais, c'est un peu ce que j'ai mis dans le message que tu avais lu, où est-ce que j'ai dit, tu sais, c'est quelque chose qu'on en a toujours parlé dans notre art, dans notre musique. Les gens ont dansé sur notre douleur, tu vois, comment? Et sans même écouter, tu vois, genre, tu sais, t'écoutais des chansons comme Marvin Gaye, What's Going On, tu comprends? What's Going On, ça parle de quoi? Ça parle justement des protestations pour ceux qu'on envoyait à la guerre du Vietnam, tu vois? Mais on dansait dessus, on a What's going on? What's going on? Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est absurde, man. Je te jure, Kaepernick qui met un genou par terre, ça râle, tu vois ce que tu comprends? Il n'y a pas moyen qu'on puisse parler de ça et que on nous écoutait pas, et donc finalement qu'on finit par nous écouter, oui, ça fait du bien. C'est juste, c'est comme si ceux qui rentrent dans ce débat-là ou dans ce combat-là avec nous, il y en a beaucoup qui sont au premier round et nous, on est au 450e. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a comme un épuisement. C'est clair. Fuck, ça fait du bien d'avoir du backup. C'est sûr. Ça fait du bien, je dois l'avouer. Ben, puis c'est la raison aussi pour laquelle faut que cette conversation-là perdure. Faut pas que ce soit juste un move de réseaux sociaux, de look, de 3 jours, d'un week-end. Je fais partie de la gang. C'est comme, non, man. Il faut continuer d'en parler, il faut continuer de s'éduquer, il faut continuer d'essayer de comprendre, du moins. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la conversation va pas s'arrêter là. Elle est impossible qu'elle s'arrête là. Puis même les gens qui sont les plus braqués dans cette conversation-là sont obligés de faire quelque chose. Et tu peux le voir avec le nouveau gouvernement là. Tu vois, même s'il veut pas reconnaître que le fameux racisme systémique existe, il veut pas le reconnaître, mais il est obligé de faire quelque chose parce que c'est tellement virulent que tout le monde se retrouve au pied du mur. En fait, c'est à travers le continent et à travers la planète, en fait. Le pire, c'est que il y a quelque chose de niaiseux de dire que le racisme systémique n'existe pas. Tu sais, comme, si c'est pas ta réalité, comment tu peux dire? Tu comprends? Mais tu sais, prends ça comme ça, OK? Le racisme, c'est comme un démon. C'est un démon, genre. Comme tu as vu dans l'exorcisme, c'est un démon. Tu vois? Et quand tu dois sortir le démon, il y en a, ils se débattent. Donc, quand lui dit le racisme systémique, ça n'existe pas, c'est comme la meuf qui dit fuck me, puis qui marche avec la tête en arrière. C'est ça que le François Legault est en train de faire en ce moment. Tu comprends? Mais on va y arriver. On va y arriver. Au nom de Jésus, on va y arriver. Ce que je trouve cool, c'est que malgré l'épuisement, tu sembles pas si fatigué que ça de défendre cette cause-là, tu comprends? Parce que tu réussis à nous éduquer comme tu viens de le faire. Bro, c'est parce que ça fait longtemps et c'est de génération en génération. Et ouais, on a un certain cardio à endurer certaines choses, tu vois. Et encore une fois, c'est pour ça que je te dis, quand je monte sur scène, facile. Tu comprends? Mais ouais, donc mais comme je te dis, c'est tellement un démon qui est... Et c'est profond, frérot. Profond. Et quand tu regardes à quel point le racisme est profond, ça peut faire peur. C'est clair. Écoute, je te donne un exemple simple et tu vas peut-être péter un câble. Ok. Tu sais que la raison pour laquelle tu dis que je suis noir ou pas, ou que tu es blanc, dans le fond, le concept que moi, je sois noir, c'est une invention des blancs et pas de nous. C'est à quel point c'est deep. Donc, c'est même pas moi qui ai inventé ma communauté. Ça vient pas de moi, genre. C'est un système qui classe les gens
pour que certains aient certains avantages et certains privilèges pour pouvoir soit prendre certaines richesses, soit prendre, tu vois ce que je veux dire? Take over, tu comprends? Donc, même le fait que je sois noir, c'est même pas nous, on l'a inventé. C'est à quel point c'est deep, deep, deep. Donc, c'est normal que quand tu essaies de retirer ce démon-là d'une société, ça fait mal. C'est des conversations, elles sont super dures à avoir. C'est des conversations qui font en sorte que, genre, tu vas te débattre. Mais non, moi, je suis pas raciste. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est super deep. Puis même pour moi, ça peut être deep. Tu commences à dire, ça peut être, même pour moi, ça peut être me débattre, à dire que non, j'ai jamais agi comme ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Quand il y a un système qui est implanté comme ça, et il ressemble beaucoup à d'autres démons qu'on connaît, comme justement le sexisme aussi. C'est un autre genre de démon qui est pareil. Et quand le mouvement MeToo est arrivé, on s'est tous posé la question. Est-ce que tu vas me dire qu'entre mecs, là, on s'est jamais posé la question après que tu sois sorti? Putain, est-ce que j'ai déjà mal agi envers une meuf à ce point-là? Tu vois ce que je veux dire? Et que tu t'es posé la question et tu t'es retourné et tu te sens comme une merde. T'es comme, oh là là, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Et t'as le guilt qui rentre en toi, et puis, tu sais, genre, et puis t'as ta première réaction, tu dis, ah, mais non, mais moi j'ai une mère puis une sœur, là, pas sexiste par en tête, là. Mais t'as mis le doigt sur quelque chose aussi, c'est que les gens qui n'ont pas le réflexe dans ce genre de situation-là de faire une introspection, de se tourner vers soi, avant de commencer à dire aux autres ce qu'ils sont, de s'arrêter puis de se tourner vers soi, faire est-ce que moi j'ai déjà fait ça? Est-ce que même si je suis convaincu que je suis pas raciste ou sexiste, est-ce que si je m'arrête un instant, puis est-ce que je prends le temps de me poser des questions? Les gens les plus effrayants, c'est ceux qui n'ont pas l'introspection. C'est ceux qui tout de suite, c'est comme, dude, t'as-tu pris le temps de penser? T'as-tu pris le temps de te poser des questions? Même si t'es convaincu, je suis convaincu que j'ai bien traité les filles dans ma vie. Mais quand tout ça est arrivé, et encore aujourd'hui, j'arrête pas de m'en poser des questions. Je te dis pas que je suis mieux qu'un autre, mais c'est juste, j'ai grandi avec 2 sœurs, j'ai une mère, une grand-mère. J'ai grandi entouré de femmes. Fait que comme, on dirait que les gens qui ont aucune capacité d'introspection, je trouve que c'est les gens qui m'effraient le plus dans ce genre de situation. Puis et je pense qu'en plus au Québec, si on prend vraiment le cas du Québec, où est-ce que l'histoire est quand même assez particulière, des fois même le travail d'introspection, c'est fou, mais ça peut être même encore plus dur quand tu as vécu quelque chose de similaire. Parce que quand tu as été le martyr, c'est dur pour toi de reconnaître que ça se peut que tu sois devenu le bourreau aussi. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que tout ce qu'on nous reproche, à nous, par exemple, la communauté noire, tu vois, c'est toutes les étapes, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est toutes les étapes que les Québécois sont passés par rapport à... Les Canadiens français sont passés par rapport au reste du Canada. Au reste du Canada, Yep. par rapport aux Anglais, aux anglophones. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et tu sais, par exemple, là, tu sais, c'est un problème parce que il y a un problème parce que là, il y a des mouvements qui disent, OK, now, tu sais, quand on dit, genre, quand tu votes, tu peux voter en allant voter, mais tu peux voter aussi avec ton fric, tu vois? So là, il y a des mouvements qui disent, OK, now, buy black. Si tu veux qu'on s'en sorte et si tu veux qu'on ait une meilleure richesse, un meilleur pouvoir, que dans notre quartier, ce soit mieux, buy black. Parce que if you buy black, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y aura plus de business qui vont fleurir. Plus business qui vont fleurir, ça veut dire qu'il y aura plus de mecs qui font de l'argent, meilleure infrastructure, peut-être des meilleures écoles dans certains quartiers. C'est une chaîne qui continue. Les gens ils disent buy black. Tu comprends? Là, ça a fait des tollés, ça a fait des gens qui ont écrit des articles comme « Ah, mais comment ça se fait? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, c'est ce genre de discrimination anti-blanc. » Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de la pandémie, c'est le même système où est-ce qu'on dit « You know what? Acheter des produits québécois. » C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on doit rebâtir ici le Québec. Tu comprends? C'est les mêmes genres de méthodes. Tu comprends? Genre... on combat le racisme systémique, tu vois. Faut que tu imposes des lois, faut que tu imposes des choses, tu comprends, des règles qui vont faire en sorte que ça va rétablir la balance et que tout le monde ait les mêmes chances, tu comprends. Qu'est-ce qu'on a fait au Québec? On a fait la loi 101 exactement pour ça. Tu comprends? Pour protéger les francophones, pour protéger le français, la langue et tout, tu comprends? À cause de ça, on dirait que la conversation est même plus dure parce que on vit à peu près les mêmes genres de choses. Et que une fois que tu as été le martyr, c'est très difficile de penser que genre, ah, peut-être que
je laisse la place pour que ça soit reproduit à quelqu'un ou que j'arrive pas à le voir parce que tu refuses de le croire. Tu comprends? Puis le go, il le dit, ouais, tu sais, on s'est toujours battu en tant que francophone pour ceci, cela. Ouais, on est tous d'accord avec ça, frérot. Mais là, maintenant, il faut que maintenant que votre combat est bien avancé, c'est comme moi, en tant que noir aujourd'hui, tu vois, moi, je pense, hein, après, ça, c'est mon avis à moi. Moi, je pense qu'en tant que noir aujourd'hui, avec le mouvement Black Lives Matter, un des privilèges que j'ai, c'est que je sois beaucoup plus entendu que certaines autres communautés, comme la communauté autochtone. Je peux pas les laisser derrière. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire yeah, Black Lives Matter, tout ça, machin, tout ça, discrimination, racisme et tout, puis je ferme la porte derrière moi. Non. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, c'est important de parler, de reconnaître ces gens-là. Tu comprends? Et pourtant, même si j'ai personne de proche de cette communauté-là autour de moi, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est même honteux qu'on n'en partage pas plus avec eux. Tu comprends? Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important de quand, tu sais, je pense que ce que les Québécois ont vécu, maintenant que vous êtes de l'avant maintenant, tu comprends? C'est important de faire en sorte que ce que vous avez vécu ne vous arrive plus, mais n'arrive plus jamais à personne. C'est ça. Tu comprends? Ouais, puis ça nous est arrivé, mais après ça, on le fait vivre à d'autres. Ouais, inconsciemment, tu vois ce que je veux dire? Inconsciemment, majoritairement, parce que c'est pas comme... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un peu une différence avec la France, parce que je pense que la France, c'est une puissance coloniale. So eux, that's what they're about. They've always been about. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est différent, tu vois? C'est ça qui est très différent, tu vois? Ouais. Fuck, man. Je suis content qu'on en parle, mais ça me rentre dedans, man. Ah non, je sais, je comprends. Mais dans le sens... de la bonne manière. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. C'est dur. Ça m'habite depuis longtemps, tu sais. Puis quand tout ça est arrivé, je me suis reposé les questions, puis j'étais pas capable... Je vivais de la colère et de la peine, fait que je pouvais même pas imaginer ce que mes amis ont vécu, puis ce que toi t'as vécu, ta famille, name it, là, tu sais. Ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes amis, name it, là, tu sais. Ce que tes filles vont peut-être avoir à affronter, tu sais. C'est fucked up, man. Ouais, mais je te dis, c'est dur en ce moment. Les conversations sont dures. Ça brûle de partout. Ça va aller mieux. Ouais. Ça va aller mieux. C'est impossible que ça aille pas mieux. En ce moment-là, c'est impossible que ça aille pas mieux. Ouais. Tu comprends? Ouais, absolument. On vit des moments... Et puis, tu sais, c'est même pas juste par rapport au racisme. Je pense que c'est par rapport à ça. Je l'espère aussi que ça va être par rapport à l'environnement aussi. Ouais. Tu comprends? Putain, comment la planète, elle a pu respirer pendant le confinement. Il faut que ça soit une leçon, ça aussi, tu vois. Donc, je pense qu'on va pas vivre de la même manière. J'espère. Et tu sais, quand le confinement a commencé, on remarque bien que chaque semaine, le monde était différent. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein? C'est vrai. J'espère vraiment. En fait, il faut que ça change. C'est ça l'affaire. Mais on le sait depuis longtemps. Mais là, on dirait que c'est la Terre qui a pris le contrôle. Ouais. Enfin, genre, yo, dude, il y a un gros time-out ici, là. Mais vraiment, genre. Fuck. Vraiment, elle nous a bien punis. Allez, dans vos chambres. Ton T-shirt, tu sais, avec le 8 minutes 46 dessus, ça représente quoi pour toi? En fait, ça, c'est parce que j'étais à un tournage du vidéo de mon frérot Impos. Il a un nouveau single avec Marimé. Yeah. Et il y avait le tournage du clip. Donc, dans le tournage du clip, on portait ces t-shirts-là. Donc, c'est pour ça que je l'avais. Lui, il avait une espèce de jacket, genre des 1800, genre machin, avec, tu sais, avec des épaulettes, avec les petits trucs comme ça. Puis, c'était marqué derrière Petite Dessalines. Et Dessalines, c'était un des instigateurs de la révolution en Haïti qui a libéré, Haïti justement de l'emprise des Français, quoi. Comment t'as trouvé le show de Chappelle? Je dis show entre guillemets, là. Ah, bro. Je t'avoue que j'ai pleuré halfway in the show. J'ai vécu la même chose. J'ai vraiment pleuré halfway in the show. Puis c'est parce qu'il a tellement mis les mots sur ce qu'on ressent. Sur moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, tu vois. Je me suis senti il est tellement grand, ce gars-là, je trouve. Il est tellement extrêmement intelligent,
autant de ses connaissances que humainement parlant, je trouve. Et moi, il y a juste un petit bémol avec Chappelle en ce moment qui... Puis tu sais, je pense qu'on vient tous à certaines réalisations, puis on grandit, puis ça me frappe de plus en plus. Et tu sais, c'est comme on parle, on doit s'éduquer, puis je pense que il en doit une à la communauté trans. Il en doit une. Ouais. Quand tu sais ce que ces gens-là ils vivent, il en doit une. Il en doit une, et ça, j'espère, parce que je l'aime tellement, ce mec-là, et j'espère qu'il va... I hope he's gonna make it right. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimerais. Le pire, c'est que j'ai repensé à ça cette semaine. J'ai repensé au numéro qu'il a fait là-dessus, puis surtout de la manière qu'il l'aborde, tu sais, vraiment rigolant, tu sais. Même si dans un des numéros qu'il a fait sur les personnes trans, il dit quelques phrases, tu sais, douces et gentilles à leur égard. Il n'en demeure pas moins que, tu sais, il attaque ça d'une manière, c'est vrai, tu sais, beaucoup plus... Il en rit, là, tu sais. Je pense qu'il en rit. Le problème, c'est qu'il en rit sans aller dans la profondeur de ce qu'est le problème, et je pense qu'il réalise pas le problème. Et moi, quand j'ai vu dernièrement passer une vidéo d'une trans qui est en train de se faire tabasser by a mob of guys, et ça m'a horrifié. Ça m'a horrifié de dire que, OK, so these things happen. Tu vois ce que je veux dire? So, OK, tu peux tease et puis moquer un peu d'une communauté, puis that's good. Mais est-ce que tu l'as fait vraiment en te rendant compte de ce qu'ils vivent vraiment? Et ça, c'est la question. Je pense qu'il leur en doit une. Ça, c'est le seul bémol que j'ai avec Chappelle. Ouais. Still my hero, though, but... Yeah. Hey. Absolument. C'est vraiment un drôle de temps dans l'histoire. Mais en même temps, je trouve que ces conversations-là, à propos de toutes les inégalités, j'ai l'impression que les conversations n'ont jamais été aussi profondes. Puis surtout d'avoir des conversations comme ça, mettons, chez moi avec mes parents. Tu sais, juste nous trois, là, en soupant, puis faire... Tu sais, comme... Puis se poser des questions, puis de... Tu sais, c'était pas leur réalité. Tu sais, fait que je trouve, visiblement, ça fait du chemin, tu sais. Puis mes parents sont pas racistes, tu sais, mais sont pas confrontés à ça non plus, tu sais. Fait que... Puis, je pense qu'on a tous des challenges, et puis, tu sais, à un moment donné, on va être à la place de nos parents. Parce que moi aussi, mes parents, ils ont des côtés où est-ce que tu peux... Tu sais, mes oncles, des fois, qui peuvent avoir des trucs et des commentaires, t'es comme, oh là là, frérot. Oh là là. Tu sais ce que je veux dire? J'arrive pas à croire que t'as dit ça, tu vois. Mais le pire, c'est que moi, ce que je réalise, là, c'est que quand il y a des gens autour de nous qui ont des commentaires comme ça, on dirait que c'est pas la même chose, mais on dirait que j'ai vécu cette affaire-là, puis ça me fait réaliser. Ça, c'est que, mettons tes oncles là, ou mes oncles là, qui ont des commentaires déplacés là, des fois. Là. À un moment donné, il y a quelques mois de ça, j'étais dans une chambre d'hockey après une game. D'une chambre de gars que je connais pas. Là, dans le sens, j'ai joué d'une ligue, mais je connais deux personnes sur l'équipe. Puis dans la chambre d'hockey, à un moment donné, il y a un dude qui fait une joke vraiment dégueu. Lui, il trouve que c'est une joke. Moi, dans ma tête, c'est juste un commentaire déplacé. Ultimement, il n'y a rien de grave. Il en veut pas à personne. Là, c'est juste... C'est déplacé, puis ça n'a pas sa place. T'sais. Mais le trois quarts des gars rient. Moi, je ris pas. Et quand je ris pas, ils pensent que j'ai pas compris. Ils pensent pas que je suis pas... Ils pensent pas que je trouve pas ça drôle, tu sais. Fait qu'ils répètent, tu sais. Puis... Et à ce moment-là, t'es Jay du Temple. Yeah! Donc, ils veulent la validation de Jay du Temple lyrique, quoi. Ouais. Puis, c'est là où j'ai réalisé, hey man, malgré le fait que là, techniquement, c'est lui qui veut mon accord, moi, j'ai de la difficulté à dire, dude, je trouve pas ça drôle. C'est dur. Ouais. Tu comprends? C'est compliqué. Mais c'est ça qu'il faut faire. Écoute, je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais il faut aussi savoir comment le faire. Et des fois, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Ouais. Puis aussi, je me suis rendu compte aussi que, tu sais, avec tout ce qui... Tu sais, nos parents, il faut aussi comprendre que on va être là aussi. On va... À un moment donné, moi aussi, il y a des trucs, mes enfants, ils vont arriver, je dis, mais c'est inacceptable. Mais ne fais pas des choses comme ça.
T'es papa, est-ce que je peux prendre la cocaïne? Tous mes amis le font. Non. Non. En 2030, on ne fait pas ça. J'aime ça comment, dès que tu chicanes ta fille, tu prends l'accent. Exactement. Non, on ne fait pas ça. Pas chez moi. Papa, est-ce que je peux me rentrer une barre à travers le crâne et tout? C'est la mode maintenant. Non, je vais me faire percer le crâne avec une barre. Non. En 2040, on ne fait pas ça. Tu vois, tu sais pas. Les trucs, tu vas te fermer d'esprit. Jamais. Ça, c'est pour les voyous de la rue. Ouais, absolument. À dire que maintenant, 2040, des mecs, ils arrivent au travail avec une barre à travers la tête. Tu vois, c'est la nouvelle norme. Faut de la cocaïne avant les meetings. Tu comprends ce que je veux dire? Monsieur le juge, il y a une barre. Voilà. Tu comprends? Nous aussi, un jour, on va être fermés d'esprit. C'est clair, c'est clair. Quand t'es retourné au Congo, pour ton cousin, c'était-tu la première fois que tu retournais? Ouais, après 25 ans. La première fois que j'étais au Congo, j'avais 10 ans et je suis resté 1 an, de 10 ans à 11 ans. Ah ouais? Ouais. Avais-tu aimé? C'était un choc, mais clair. c'était bien. T'étais où au Congo? À Kinshasa. OK. À Kinshasa. Puis là, j'y suis allé et je suis resté 10 jours. Une dizaine de jours. Puis ça t'a-tu... D'où ton cousin est président, man? Bro, c'était un choc à plein de niveaux. Donc déjà, revoir le pays. Mm-hmm. Ça t'a fait vivre quoi, ça? Revoir le pays, voir malheureusement à quel point il y a une détérioration du pays et au point où est-ce que tous les souvenirs que j'avais, j'arrivais plus à me retrouver. Où et quoi, quelle rue. Tu sais, genre même la rue, il y avait une rue principale, la rue du 30 juin. Moi, quand j'étais petit, c'était une rue avec des arbres et des fleurs et tout. C'était beau. Tu comprends? Mm-hmm. Et là, le président d'avant, il a donné des contrats à des Chinois qui ont fait comme... genre, ils nous ont fait des rues Dollarama, frérot. Il y a rien dessus. Tu comprends? Ils ont rasé tous les arbres, ils ont rasé tout. C'est n'importe quoi, tu Pourquoi vois. ça s'appelle la rue 30 juin? Parce que l'indépendance du Congo, c'était le 30 juin. Ah, c'est ça. 30 juin 1960. Shit, c'est relativement récent. Ouais, hein? ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect pour les Haïtiens. Eux, 1804, frérot. 1804, ils ont mis une raclée aux troupes de Napoléon, frérot. C'est pas rien. Ah ouais, gars. Tu comprends? Puis et ouais, donc c'était un choc à ce niveau-là. C'est un choc aussi où est-ce que t'as comme un statut qui change d'un seul coup. Où est-ce que ton nom de famille veut dire tellement comme quelque chose de fou, tu comprends? C'est weird, genre c'est tout ça qui change en même temps. Donc en 10 jours, j'ai eu tellement de chocs culturels et familiaux et c'était très bizarre. Mais en même temps, j'étais très, très fier de mon cousin. Je suis toujours aussi fier de lui. Mais fuck, il l'a pas facile. C'est clair. Ah non, il essaie de changer les choses et on ne la lui laisse pas. On ne le laisse pas faire comme il faut. Tu sais, c'est comme s'il a été élu, mais en l'équivalent d'un gouvernement minoritaire, on va dire. Ouais, parce que je connais pas du tout l'histoire du Congo ou même comment ça se passe là-bas, mais je sais pas si c'est toi qui m'avais raconté ou un autre ami que c'était pas censé être lui qui rentre. Et finalement, il a comme surpris tout le monde, non? Exactement, en fait. Tu vois, c'est pas que... En fait, comment expliquer? C'est qu'il y a eu plein d'irrégularités dans les élections. Plein d'irrégularités. Et à un moment donné, où est-ce que tu vois, genre, tout le monde est comme, OK, mais who won? À un moment donné, t'as de la tricherie d'un autre côté, t'en as un machin, t'as de la tricherie d'un autre côté, t'as des gens qui... Parce que lui, en fait, il avait fait une coalition avec tous les membres de l'opposition. Ils avaient fait une coalition. Et c'est lui c'est son père qui était le représentant de la coalition. Malheureusement, son père, parce que c'est comme mon oncle, et c'est une figure importante politique et un grand opposant à toute la dictature qui est passée au Congo depuis le début. Man, mon oncle, il s'est fait tentative d'assassinat, emprisonnement, tout ce que tu veux. Le mec, il a vécu, tu vois ce que je veux dire? Et tout. Et donc, mais il était vieux. Puis il est mort malheureusement après une opération. Il est décédé. Donc, mon cousin a repris les rênes du parti. Ça, c'était en 2017, il a repris les rênes du parti, donc il devait reprendre la tête de la coalition. Certaines personnes lui ont fait comme des entourloupes, et on lui a dit, ouais, voilà, c'est quelqu'un d'autre. Il a dit, au début, il a dit OK, mais après, les membres de son parti à lui l'ont dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le travail qu'on a fait pour arriver déjà, non, regarde, tu vas te retirer de la coalition et tu vas te présenter tout seul.
Et c'est ce qu'il a fait avec, frère, avec rien, il a fait sa campagne électorale. Quand on avait un dîner, il y avait le pilote d'avion qui l'amenait à travers le pays. Et il m'expliquait à quel point l'avion, mon frère, c'était chaud. Ah non, hein? Et il disait, mais je sais même pas comment j'arrive à piloter ce truc. Je te jure, c'était chaud. Ouais, donc de peine et de misère, il y est arrivé. Puis à cause du legacy que son père a et du nom de son père et des choses comme ça et de la confiance que le peuple, c'est ça qui a fait en sorte que c'était impossible de le dismiss dans cette conversation de tricherie et tout ça, tu comprends? Et donc finalement, voilà, donc il a été élu avec par rapport au recomptage de certains on va dire des entités extérieures qui ont fait en sorte que bah voilà, il a été élu. Bon, après il y a toujours des contestations à ce niveau-là et tout, mais c'était un point où est-ce que même le président qui est là depuis 18 ans 18 ans au pouvoir, tu vois ce que je veux dire, même lui était obligé de reconnaître que, écoute, si j'essaie de la voler celle-là, on va pas me laisser le faire. C'est quoi le nom à ton cousin? Il s'appelle Félix Tshisekedi. Comment qu'on prononce ce nom? Tshisekedi. Tshisekedi. Ouais. Ça, c'est ton nom de famille? Mm-hmm. Ah ouais, hein? Mm-hmm. Tshisekedi. Fucking right. Et là, c'est quoi la situation au Congo en ce moment? Bah c'est ça. Donc, en fond, c'est que là, lui, il essaie de refaire, de remettre le pays sur pied, de se battre contre la corruption. La corruption, c'est fou. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, écoute, on est au Québec, on le sait que c'est compliqué partout, même ici. Tu comprends? Avec des sauf qu'ici, ils sont un peu plus slick. On va pandémie, loi 61. Tu vois ce que je veux dire? Mais là-bas, c'est un peu plus. Mais tu vois, genre, donc, écoute, il travaille très, très, très fort. Très, très fort pour. Tu sais, il a traduit des gens en justice que t'aurais jamais cru que t'aurais pu les traduire en justice. Tu sais, genre, vraiment, genre, il fait vraiment un travail colossal, mais c'est dur. C'est sûr. Écoute, c'est dur. Il y a des histoires de ouf qui sont passées. L'avion de logistique, tu sais, quand mettons il part d'un endroit à un autre, t'as un avion qui avec lui, et t'as un avion qui vient avec genre le staff et puis la voiture voiture officielle et tout. Bah, cet avion-là avec le staff, il s'est écrasé. Ah non. Ouais, il y a eu des morts. Il s'est écrasé. Certains soupçonnent que c'est pas. Écoute, c'est des rumeurs comme quoi c'était pas nécessairement un accident. Après, ça reste à prouver. T'as des histoires comme ça. Hein. Mais le mec, il est solide. Moi, je l'ai pas revu depuis. Ma mère l'a vu parce qu'il était à l'ONU genre l'an dernier. Puis ma mère est descendue à New York. Puis elle l'a vu. Puis elle me dit, écoute, le gars, il est solide. Hein. Wow. Ouais. Et puis justement, c'est ça son surnom là-bas. On dit, son surnom, c'est Fachi. Pour Félix Tshisekedi, parce qu'il s'appelle Félix Antoine. OK. On l'appelle Fachi. Puis le slogan là-bas, c'est Fachi, béton. Et vraiment, le mec, il est béton. Il est vraiment béton. Ah, j'aime ça, dude. C'est comme... Fachi, béton. Oui, c'est ça. C'est comme... c'est très, très clair. Fachi, mais béton. Tu sais, c'est ça aussi, en fait, qui est assez spécial. C'est que, à cause du nom de famille qu'on a et de la lutte que son père a toujours menée, tu sais, je pense dans la famille, ça n'a pas été un nom toujours facile à porter. Puis il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Moi, j'ai un de mes oncles qui, tu sais, un autre de mes oncles, tu vois, qui a dû déserter l'armée à cause de ça. Oh, l'armée congolaise et qui est venue en France à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y avait des complots sur lui à cause de son nom de famille, à cause de ce que... C'est compliqué, je te dis, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, alors de passer à toute cette réalité-là et que du jour au lendemain, oups, ça change, et t'arrives au pays, tu dis, oh shit, it's so weird. Non, je sais que t'es pas nerveux quand tu montes sur scène. Voilà. T'as du béton dans les veines, Eddie. Voilà, béton. Je voulais aussi te parler de musique. Yeah, let's go. Je change de sujet de même, mais là, tu t'es remis à mixer depuis un peu plus qu'un an, peut-être, là, 2 ans. Ça fait... J'ai commencé en 2016 à fuck around avec les tables tournantes. Les tables tournantes, mais je sais que way back, tu rappais, non? Ouais. T'as commencé à rapper ici ou en France? Non, en France, jeune, frère. C'est vrai? Jeune. Toi, t'as grandi avec quelle musique? J'ai grandi avec le rap.
Le rap français, le rap américain? Les deux. Les deux? Les deux. Vraiment les deux. Quand j'ai vraiment commencé à allumer, c'était vraiment le début du rap français où est-ce que tu avais les débuts de I Am NTM, MC Solar, des choses comme ça, tu vois. Bouge de là, on l'a tous connu, cette chanson. C'était le premier gros hit de rap en France, tu vois. Et toi, est-ce que Non, même pas, c'est pas vrai. Le premier gros hit de rap francophone, et pas français, francophone, c'est un groupe belge qui s'appelait Benebi. OK. Ouais. C'était quoi la tune? Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. B-E-2-Z-Y-B, mon nom à moi c'est Benebi, oui tu l'as deviné. C'est exactement ce que je souhaitais en posant la question. Je voulais juste te voir shaker la tête un peu. Ouais, je pense que c'était le gros, puis Bouge de là de MC Solar, ça arrive après. Et là, à ce moment-là, t'es encore en France, fait que t'es plus jeune que 10 ans, là. Ouais, plus jeune, ouais. Et toi, quand tu t'es mis à rapper, est-ce que c'est en français? Oui, je rappe pas en anglais. Je Non? Non, je serais pas capable. Parce que tu fais du stand-up en anglais. Ouais, mais tu vois, je me dis que le stand-up, je pense, c'est plus facile parce que j'ai toujours appris à que mes punchlines ne soient jamais quelque chose qui a rapport avec la langue ou la culture directement. Est-ce que c'est un choix conscient ou inconscient, ça? Ça, je saurais même pas te le dire, mais c'est ça qui a fait en sorte que je suis capable d'aller d'une langue à l'autre. Parce que si tu fais une joke, ok, et que ton punchline c'est ben voyons non tabarnak, tu comprends? Alors quand tu vas le trouver dans l'autre langue, il faut que tu trouves l'équivalent de l'effet que cette expression-là va faire, tu comprends? Ouais. Tandis que si tu punches sur des situations, quelqu'un qui tombe par terre ou qui glisse sur une peau de banane, c'est drôle en n'importe quelle langue. Tu comprends? Donc, si tu fais rire sur ça, tu peux traduire plus facilement, tu vois. Ouais. Alors, quand ça vient au rap, quand tu fais un stand-up, c'est moins sur la langue, mais plus sur décrire une situation. Tandis que quand tu rappes, il faut que tu joues avec la langue et tout. Et moi, je me sens pas à l'aise de dire, tu sais, je connais la langue anglaise comme je connais la langue française, tu vois. Est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a des tunes qu'on pourrait trouver, là? Peut-être. Oh oui, c'était quoi ton rapper? C'était Eddie King. Eddie King? Ouais, mais le nom de mon groupe, c'est Dogan Tribe. OK. Dogan Tribe. Puis ça, c'était ici? Ouais, ça, c'était ici. Fucking right. Ouais. Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que tu t'es mis à faire du stand-up ou? Entre autres, et puis mon partner, lui, s'est mis à plus dans la prod. Tu comprends? Okay, donc, ouais. on était deux, puis lui, il s'est mis plus dans la prod. Puis après ça, il est parti en Afrique pendant 5 ans, puis il est revenu il y a 2 ans environ. Puis c'est ça, en fait, c'est vraiment ça, juste... Puis je pense... Puis tu sais, moi, j'ai jamais été payé pour rapper, ou j'ai jamais été... Genre, la première fois qu'on a mis de l'argent dans ma main pour mon art, c'était avec le stand-up et pas avec le... C'était où? Avec le rap. Je crois que c'était au Saint-Cyboire, frérot. Fucking right. Hein? Bah ouais, c'était au Saint-Cyboire. Et j'ai fait, en plus, tu me payes! Yeah, man. Good times. Ouais. Fait que là, mais là, mettons, là, dernièrement, tu t'es remis à mixer. Donc, tu fais les tables tournantes, tu mixes. Je produis aussi un peu, ouais. C'est vrai? Ouais. Oui, tu m'as fait écouter tes beats, je me souviens. Ouais. Est-ce que depuis que le hip-hop, mettons, Keb est plus fort, ça t'a donné le goût de possiblement recommencer à faire de la musique? Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que c'est un peu bizarre, parce qu'on dirait qu'on va refaire une boucle sur le sujet, mais tu sais, ce problème qu'on a systémique, il est aussi dans le rap keb. Raconte. Ben, si tu regardes tous les rappeurs mainstream qui sont là, la plupart des mainstream, c'est que des blancs. La seule que de couleur que moi je vois, c'est Saramé. C'est Saramé. Ouais. Tu comprends? Puis tu sais à quel point c'est deep, c'est devenu même un problème dans la forme d'art qui m'a donné une voix, qui m'a fait évoluer, tu vois ce que je veux dire? C'est à ce point-là que, genre, à un moment donné, moi, j'ai décroché un peu. J'étais comme, on dirait, je me reconnais plus trop, tu vois. Même si c'est bon, tu sais, genre l'art, tout ça, j'aime ce qu'il fait. En plus, j'étais avec lui hier, tu vois. J'adore ce qu'il fait. C'est juste, c'est pas normal que ça soit juste homogène comme ça, même au top, tu comprends? Et c'est pas... Gars, je te dis, probablement la forme d'art au Québec, dans l'entertainment au Québec, et je l'avais dit dans mon truc qui est le plus inclusif, c'est probablement le stand-up. Ouais. C'est probablement le stand-up. Et on a encore du boulot à faire, mais c'est probablement l'humour au Québec. Parce que même dans le rap, quand tu regardes, t'es comme... Puis c'est fucked up parce que quand tu regardes sur Internet,
Il y en a, tu sais, les Lost et les Easy S, tout ça, they do crazy numbers. Ouais. Crazy numbers. Crazy views. Mais tu les entendras jamais à la radio. Tu les vois pas en festival. Non, tu les vois pas en festival, tu les vois pas machin. Écoute. J'avais vu un reportage, c'est Rad qui avait fait un reportage sur le Rap Keb en 2017, Olivier Bourmas, que j'ai reçu sur le podcast, qui avait fait quand même il avait dépeint un tableau assez véridique et juste d'un extérieur. Là. Je suis pas un professionnel, mais où justement, il allait voir la plupart des, tu sais, comme des rappeurs de différents coins, de différents quartiers, qui justement, qui shine sur le web ou dans la rue, mais qu'on voit pas nécessairement ailleurs. Tu sais. Ouais, et puis tu sais, et puis des fois après, t'as des artistes qui décident de prendre une autre tangente carrément, qui disent, tu sais, mettons genre, tu sais, je pense à un mec comme Kitchenada par exemple, tu vois, un mec d'ici, un mec de la Rive-Sud, un mec d'ici. Tu as déjà vu à Tout le monde en parle, tu as déjà vu dans aucune émission comme ça. Moi, au point où est-ce que j'ai senti qu'il était big, c'est la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique du Sud. He was playing everywhere. C'est vrai? Everywhere. Dès que tu rentres dans une soirée, dès que tu rentrais... Bah, c'est vrai, t'as été en Afrique du Sud. dès que tu rentrais dans une soirée, dans un club sur Long Street, you would hear one of his songs. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, oh shit, il est big. Puis là, je fais, hey, c'est un gars de chez nous, ça. Il dit, non, c'est de chez vous. Je fais, ouais. Puis, he's really big. Yeah. À travers le monde. Gigantesque. Il avait une émission sur BBC One, à un moment donné. À lui. C'est fou, tu vois. Mais ici, mon frère, tu peux le voir se pavaner sur Saint-Laurent, tout ça, tranquille, normal. Et puis, parce que, justement, le mainstream québécois ne reconnaît pas. C'est tellement homogène, frère. Si t'es pas d'un certain décorum ou d'un certain... You don't look or you don't sound. Ouais. Ou que tu sonnes pas, genre. Même quand on parle des acteurs et des choses, tu vois ce que je veux dire, même si tu vois de la diversité, ok, mais s'ils sonnent pas, tu sais, s'ils parlent pas de même, là, tu sais. Si je parlais comme ça, mon frère, tu sais déjà, je serais déjà, c'est quoi tout ça? J'aurais déjà mon émission. Hein? Ah ouais, frère. Hey, comment ça va la gang? Tu ça te tenterait-tu de faire ça? Ben, j'aurais l'impression de me moquer un peu, tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas moi, c'est pas le fondement. Non, je dis pas, je parle pas d'avoir l'accent, mais d'avoir ces gigs, là. Ah, d'avoir ces gigs. Moi, je pense que ça correspond pas trop avec ce que t'as envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, perso. Mais, tu sais, c'est plus que je me dis que, il y a tellement, tu connais, tu sais, je te connais depuis un bon moment et je sais aussi que dans les gens avec qui tu traînes, c'est très diversifié. Tu sais que un Haïtien de Montréal a une façon de parler. Tu sais qu'un Libanais de Montréal a une façon de parler. Un Marocain. Puis, le pire là-dedans, c'est que c'est pas qu'ils parlent comme des Haïtiens ils parlent comme des Haïtiens, ils parlent comme des Libanais. Non, ils parlent comme des Québécois d'origine, machin. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai reçu mon meilleur ami, Joey, qui est avocat, et lui est d'origine syrienne. Et quand il est allé en Syrie, il s'est fait, tu sais, comme, les gens là-bas étaient comme, ah non, tu viens pas d'ici, toi, dude. Tu parles comme un Canadien d'origine syrienne. Exactement. Même moi, quand je rentre à Paris, on me fait ça aussi. C'est vrai? Ouais, pour des conneries, on me dit, ah, tu parles québécois, là. À moi, il me dit ça, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mais... on aimerait ça voir ça un peu dans le mainstream. Pour revenir au rap keb, c'est un peu ça qui m'a fait décrocher, tu vois, qui m'a fait vraiment décrocher. Puis je trouve même qu'il y a même pas je voudrais même qu'il y ait plus de place aussi au respect des vétérans aussi, tu vois. Genre, j'aimerais voir un peu plus SP. J'aimerais voir un peu plus. Tu sais, pour moi, le meilleur album de rap québécois, et ça, c'est peut-être moi, puis je suis old school, mais le meilleur, hands down. C'était ce qui m'a fait le plus capoter, c'était Armageddon de Rain Man. Ah ouais, hein? Oh man, cet album-là, putain, il a tourné en boucle, frère. Ah ouais, il a tourné en boucle, cet album-là, tu vois. Quelle année, ça, à peu près? 98. C'est ça. Ouais, j'étais au secondaire. Moi, tu vois, à ce moment-là, j'écoutais un peu, je pense, les Spice Girls, peut-être. J'étais pas encore tout à fait rendu, là. Écoute. Je vais m'y mettre, par contre. En France, le rap, ça ressemble à quoi? Ben, je me suis ramassé dans un show. Je suis allé à Paris 3 jours.
En revenant, justement, après l'Afrique du Sud, on a fait une semaine à l'île Maurice. Et t'as-tu déjà fait des shows à l'île Maurice? Non, jamais. Dude, j'étais là-bas, dans une place touristique, là, relativement. Je parlais avec des locaux qui me préparaient de la noix de coco, puis ils m'entendaient parler. Je parle anglais avec eux, et par la suite, je me tournais, puis là, je parlais français. Puis il y a un guide qui est approché d'origine un Mauricien. Il est comme, tu viens d'où, tu sais? Je dis, du Québec. Et le gars, il est comme, dude, j'attends que Rachid Badouri vienne depuis des années. Huge fan de Rachid. Ah ouais? Puis là, à ce moment-là, on est toujours en décalage, en tournage sur OD. Fait que j'ai fait, on va faire une vidéo pour Rachid ensemble. Puis je vais y envoyer dans 3 semaines là, quand ça va jouer. Puis Okay. j'ai envoyé à Rachid, man. J'étais comme, dude, j'étais à l'île Maurice. Puis le gars, comme, j'espère que Rachid Badouri va venir parler de son père ici. Bah écoute, je sais qu'ils ont quand même un lien avec la France aussi, je pense. Mais toi, t'as joué à beaucoup de places. Ouais, quand même, hein. Quand même, j'ai fait. T'as joué à Haïti, t'as joué en Afrique. Haïti, Afrique du Sud. J'ai pas joué au Congo. Non, y a-tu du stand-up là-bas? Yeah, bro. Pourquoi t'as pas joué? J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais j'ai rencontré quelques gars là-bas. Tu sais, il y a mon gars Roncia aussi qui a même fait le Marrakech du Rire. Un mec de Kinshasa qui a fait le Marrakech du Rire et puis il vit à Kinshasa et puis c'est un des gars qui tient le stand-up à Kinshasa aussi. Wow. Il a une capsule aussi sur Canal+, je pense une des chaînes de Canal+ en Afrique aussi. Donc ouais, il y a des gars qui tiennent vraiment le fort et qui tiennent bon aussi là-bas quoi. Sinon j'ai fait quoi, la France, la Belgique. Toi, quand t'as commencé, est-ce que t'as commencé en français ou en anglais? Les deux. Straight up, t'as commencé les deux. Oui, parce que et puis mon anglais n'était pas si mortel que ça en fait. Et en fait, pour la raison pour laquelle j'ai commencé les deux, c'est parce que tu sais comment c'était à l'époque, on n'avait pas de comedy club. Ouais. On avait des soirées et se faire booker, c'était toujours comme 2-3 mois, tu vois. Ouais. Alors ce que je faisais, c'est que je me bookais dans les soirées francophones et je faisais les open mic au Comedy Works et au Comedy Nest. Yep. Et les autres soirées d'humour anglophone, tu comprends? Donc ça me permettait d'avoir beaucoup de stage time. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me développer quand même assez vite pour arriver jusqu'à En route vers mon premier gala qui était entre les deux, c'était 1 an genre, entre mon début puis En route, tu vois. Je me souviens de ton bit. Toi, justement, quand t'étais à terre, là, la pose de jiu-jitsu. Ouais. Ouais. Je pense que j'étais là aussi quand t'as fait ton numéro de Tintin au Congo à Juste pour rire. Ah ouais? J'étais dans la salle avec ma famille. Shit. C'était le gala Rachid, non? Oui, yeah, oui, j'étais dans la oui. salle. Wow. C'est le gala de la famille, non? C'était-tu cette année-là? Non, c'était avant. C'était avant. Mais en tout cas, je suis persuadé que j'étais dans la salle. Puis c'est la première fois que je te voyais. Et par la suite, je t'ai vu au Saint-Cybe, si je me trompe pas. C'était la bonne époque, hein. Dude. La bonne époque. C'est un fucking bon numéro, ça. Merci, man. Merci. Puis ouais, c'est mon premier hit single. Et là, est-ce que tu travailles autant en anglais qu'en français encore aujourd'hui? Pas en pandémie, là, mais... Non, je travaille beaucoup plus en français. Puis c'est marrant parce que hier, j'ai un de mes collègues de Toronto qui s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un des vétérans du stand-up à Toronto. Puis c'est un des meilleurs amis et des scripteurs de Russell Peters et tout ça. Tu vois. C'est à travers toute cette gang-là que je connais Russell et tout ça aussi. Ah, tu connais Russell? Ouais. Puis lui, il a commencé un truc au début de la pandémie qui s'appelle The Minority Report. Ah oui, dude, j'ai vu dans tes stories. Oui, The Minority Report, ouais. Et en fait, et puis ils m'ont invité dans celui de dimanche dernier. Donc chaque dimanche, ils font comme c'est pas un comedy club, mais c'est comme un peu une genre d'émission où est-ce qu'on repasse un peu en actualité. On fait un peu de stand-up, il y a un peu de sketch. On fait des jeux où est-ce qu'on roast et tout. Puis mais on se base sur l'actualité, tu comprends? Genre on avait un jeu où est-ce que, tu sais, il y a une rumeur qui est arrivée qui dit que bon, pour supporter le mouvement de Black Lives Matter, Pornhub a genre mis exclusivement genre toute la liste des films Ebony, tu sais, une connerie comme ça qui était sortie comme rumeur. Puis on a fait un jeu où est-ce qu'on disait ok, on devait trouver des titres de films
porn ebony, mais basé sur des films noirs qui existent déjà, tu vois, genre, on est arrivé avec des, tu sais, au lieu de Poetic Justice, on était Poetic Justice. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, au lieu de Brown Sugar, c'était Brown Sugar Cane. C'est des conneries comme ça, parce que, voilà, genre, puis genre, mettons The Wood, c'était The Wood. Genre, fait qu'on s'amusait beaucoup comme ça, tu vois, c'était vraiment cool. Donc c'est des petits jeux comme ça qu'on a fait et ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus et que j'avais pas bossé avec eux. Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir parce que ça fait un bon moment que j'ai pas été joué à Toronto. Est-ce que tu les as connus à Toronto ou ici à JFL? Les deux en fait. Et comment on s'est tous connus? Ok, pour t'expliquer un peu mon parcours. Yeah. Moi, j'ai commencé, bon, après, il y a eu En Route et tout. Et comme je te dis, j'ai commencé à évoluer dans le milieu anglophone en même temps que j'ai développé ma carrière en français, tu vois. À ce moment-là, tu devais être un des seuls Franco qui joue en anglais, là. Tu sais, à part Mike, puis des fois Sylvain Larocque. Ouais, puis Samy. That's it, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un show à Toronto qui est là depuis 26 ans maintenant. Holy shit. Qui s'appelle The Nubian Disciples. En fait, le nom au complet du show, c'est The Nubian Disciple of Richard Pryor. Tu comprends? The Nubian Disciple? The Nubian Disciple of Richard Pryor. OK. Tu vois? Et le Nubian Show, c'est un all-black show, un peu comme à la Def Comedy Jam. C'est pas exclusif à ce que tu sois que noir pour jouer dans le show, tu comprends? Mais tu sais, c'est avec ce style-là et ce référent, puis le public est majoritairement noir. Donc, c'est ce style de stand-up à la Def Comedy Jam, un peu. Et toi, Def Comedy Jam, ça tue... C'est sûr, ça m'a influencé, c'est sûr et certain, tu vois. Et donc, c'est ce show-là qui est là depuis 20... Chappelle est passé à ce show-là. Ouais, il a déjà fait ce show-là. Il y a plein de gens qui ont fait ce... C'est où, à Toronto? C'est... à l'époque, je sais pas où c'était, mais c'est au Yuck Yucks de Toronto. Okay, Moi, quand j'ai commencé, c'était au Yuck Yucks de Toronto, ça l'est toujours, tu vois. Et c'était un show qui était très dur aussi, parce que si t'es pas bon... Bouh! They tell you. Oh, bro, j'ai vu ça de mes propres yeux. Non! Ah, un gars avant moi qui venait de Détroit. Non. Il a fait tout le chemin de Détroit. Non. Oh là là. Bro, il est arrivé avec un suit, des purple suit, purple gators et tout ça. Puis le gars, le host, c'est un vétéran genre qui s'appelle Kenny Robinson. Et Kenny Robinson, c'est son style de porter des suits à la Steve Harvey suit, tu vois, genre des longues suits et puis flashy, tout ça. Fait que lui, il arrive avec le même style. Les gens ont fait, non, yo, that's Kenny style. You don't do that, tu comprends? Et il arrive et tout, il commence à faire une joke, ça passe pas, deux jokes, ça passe pas, troisième joke, bouh, bouh. Et tu sais, il y a une forte communauté West Indians à Toronto, c'était des bouh, get off the blood clot stage. Get off the blood clot stage. Et puis après, il fait, OK, all right, Toronto, you gave me my chance, all right, I'm gonna get out of here. Et puis après, il fait, là, il voit que les gens, ils applaudissent, mais genre, OK, c'est fini, tu vois. Il dit, OK, ils m'applaudissent. Here's my chance. Non. Let me start again. Non. Il essaie, bouh! Non! Gars, c'était tellement marrant, frérot. Toi, t'es embarqué après? Je devais jouer après. Et en plus, les gens, ils me regardaient comme ça parce que I'm from out of town. Yeah. Là, ils me regardaient comme ça. Mais ça s'est super bien passé. Ouais? Ouais, parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Je l'ai même headliné aussi. Ah ouais? Je l'ai même headliné, c'était plus dur. Tu faisais combien de temps? Une demi-heure. Mais c'était une demi-heure. Mais imagine, tu fais une demi-heure, OK? Tu dois headline une demi-heure. Avant toi, il y a, je sais pas moi, il y a Adib, il est passé. Il y a Kat Levac, elle est passée. Je sais pas, il y a Phil Roy, il est passé. Et il y a, je sais pas, Philippe Bond. Vite fait, il y a Louis Joe, il passe vite fait, il fait un 5 minutes et tout. Après, vas-y, headline. Et puis le show, il est long, frère. Ah, genre, le show, il se posait commencer à 8h, à 9h, personne n'a encore monté sur scène. Toi, tu headline, il est genre 10h30, 11h. Les gens, ils ont plus rien en dedans d'eux. Et comment ça a été finalement? Ça a été correct. Mais c'est fucking dur. C'est sûr. Mais tout ça, c'est mes classes qui m'ont aidé à forger le style que j'ai aujourd'hui. Yeah.
Et le style, est-ce que tu veux toujours garder le français et l'anglais séparés ou le style bilingue, comme ce que Sam a fait, c'est quelque chose qui pourrait possiblement t'intéresser? Je suis moins intéressé par ça. On Ouais. dirait que c'est une des forces de Samy qui est capable de le faire dans la même langue en même temps. Moi, j'arrive pas. J'ai essayé une fois, mais j'arrive pas. Ouais. Je peux pas le faire dans la même phrase. Je peux le faire d'une joke à l'autre, mais pas dans la même phrase. Ouais, je comprends. Il le fait de manière très fluide. Ouais, lui, Il est vraiment bon pour le ouais, faire. Ouais, lui, il est bon. Lui, il est vraiment, vraiment bon. Moi, non, ça, c'est... Puis t'as joué aux States aussi un peu. Ouais, j'ai à New York, quoi. Comment tu fais pour commencer à jouer à New York? Ah ben, écoute, ça va avec les contacts que tu as C'est aussi, et aussi par rapport à des gens que tu rencontres et des... Tu sais, genre, quand il y avait le Comedy Works, tu avais beaucoup de headliners qui venaient, tu comprends? Puis aussi, tu sais, beaucoup des anglophones il y a beaucoup d'anglophones de Montréal qui déménagent à New York, tu vois, donc ça te fait un peu une plug. Tu sais, Daniel Tirado, il m'a beaucoup aidé à me plugger tout ça, tu vois, et puis tu as ta réputation qui te précède aussi, tu sais, certaines premières parties, tu sais, j'avais déjà ouvert pour Tony Rock, le frère de Chris Rock, Ouais. fait qu'à travers lui, j'ai pu faire des shows avec leur petit frère, et puis de là, faire d'autres shows avec d'autres mondes, et puis, tu sais, c'est de fil en aiguille, tu vois, que tu arrives à faire... Où t'as fait la première partie à Tony Rock? comment, tu sais, à la salle de spectacle à André Laurando. Ouais! Ouais, il y avait un gros show. Le Théâtre des Jardins? Ouais, il y avait un gros show là-bas, puis j'avais ouvert pour lui. Parce qu'il y a beaucoup des fois des mecs anglophones que la communauté fait venir quand les gens, tu sais, le mainstream ne sait pas nécessairement, mais tu sais, ils remplissent, tu sais, il y avait Tony Rock, il y avait tu vois Jay Farrow qui était dans SNL qui faisait les imitations, on s'est connus sur un show à cet endroit-là en fait, avant SNL. Fuck! Bon, ok, tu vois ma blague de Batman et Robin. Tu sais, j'avais fait une vidéo avec la blague de Batman et Robin, puis j'avais une vidéo qui est devenue virale, où je l'avais fait en anglais. Tu comprends? Oui, je me suis. Ce show-là, Jay était sur ce show-là. Et il commençait. Et je pense peut-être un an ou deux après, il est rentré dans SNL. Fuck! So, on se connaît depuis cette époque-là, en fait. Arrête! Ouais. Dude! Tu connais tout le monde? on a du bagage. On a du bagage. Mais écoute, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais ça fait du bien aussi de... Tu sais, j'ai toujours été envieux de voir les old comics, tu sais, raconter des histoires et tout ça. Puis 14 ans plus tard, être ce gars qui a aussi ses histoires. Ouais. Tu sais, ça fait du bien. Puis ça... Tu sais, c'est le... It's all about the journey. C'est pas trop la destination, mais all about the journey. Puis quand tu enjoy ça, ça va super bien, quoi, tu vois. Comment tu perçois ta prochaine tournée? Qu'est-ce que tu souhaites pour ta prochaine tournée, ton prochain show? Frère, il y a une pandémie, j'en sais rien, frère. Pose des questions, là. Ces questions. Non, mais mettons, je me souviens qu'à l'époque où j'ouvrais pour Adib, tu sais, on s'entend, c'était son premier one-man show, c'était autre chose aussi. Ça arrivait des fois qu'il allait en région, puis il se posait un peu la question, qui vient me voir? Ça m'est arrivé pour le show que je devais sortir qui s'appelle Mokonzi. Yeah. Et ça m'est arrivé, et c'est à cause de ça qu'en fait, c'est entre autres à cause de ça que j'ai préféré annuler la sortie. Parce que je voulais pas rentrer, au-delà d'aller en région ou pas, je voulais pas rentrer dans un mode promotionnel qui fera en sorte qu'il faut injecter de l'argent pour que ça puisse marcher en région, puis machin. Puis, tu sais, je voulais vraiment me concentrer sur Montréal, mais c'était comme un modèle d'affaires qui ne fonctionnait pas ni pour moi, ni pour Juste pour Rire, tu comprends? Parce que ils n'avaient pas la méthode pour vendre ça, tu comprends? Puis, tu sais comment c'est, quand tu as un one-man show, il y a beaucoup de dépenses, mais avant que tu fasses de l'argent, il faut rembourser ces dépenses-là, tu comprends? Et à un moment donné, tu regardes ça, tu dis... mais en vrai, je fais plus d'argent sans one-man show qu'avec un one-man show. Tu comprends? Je gagne mieux ma vie sans avoir un one-man show. Et tu sais, je préfère rester un peu dans ce mode-là où est-ce que je suis comme, OK, tu sais quoi? I do what I do. Et tu sais, que de partir en tournée à travers le Québec. J'ai toujours visé pour l'international. Je préfère me concentrer là-dessus et bâtir mon fanbase de cette manière-là pour que je puisse venir faire un show à Montréal et puis après j'en fais un à Paris et puis j'en fais un en Afrique du Sud et puis j'en fais un... Tu comprends ce que je veux dire? Dude, ça serait insane. Ouais, c'est ça en fait, tu comprends? Au lieu de regarder le Québec, de la même manière que on regarde le Québec, c'est comme ça que je vais regarder le monde pour bâtir une tournée. Donc c'est un peu là-dessus que je me concentre à la place de
Est-ce que tu es allé jouer à Paris depuis que Farid a ouvert son comedy club? Ouais, j'y étais. Ouais. J'étais en février, puis je devais retourner au mois de... Pendant la pandémie, je devais être là-bas. Et alors, je devais revenir seul pour le Docteur Mobilo parce que j'animais un gala. Shit. Ouais, mais donc je devais passer tout le mois d'avril là-bas. Et ouais, son comedy club, c'est bien. Man. C'est bien le Madame Sarfati? Ouais, c'est bien. Je l'ai vu une semaine avant que ça ouvre. Ah, t'es rentré à l'intérieur? Ouais, exact. Alors, c'est beau, hein? Magnifique. Il n'y a pas de comédie club comme ça. Non. Puis le cachet, c'est vraiment... Mais c'est Paris, c'est Paris. Ça ressemble vraiment à Paris, genre. Puis je trouve que... Moi, je connais pas Paris, mais je connais Farid. Et je trouve que c'est à son image aussi. Puis même s'il se met pas de l'avant dans ce projet-là, dans le sens c'est le Madame Sarfati, je trouve que, tu sais, quand tu vois Farid, puis quand tu le vois faire du stand-up, puis quand tu le connais un peu, t'es comme, ce gars-là a de la classe, mais il est aussi un peu street. Tu sais, comme il y a l'espèce des deux, là, tu comprends? Ouais, je pense que street, je sais pas si c'est street, parce que je connais Farid, c'est pas street, c'est qu'il parle aux gens, il a une façon, il sait comment parler aux gens qui lui ressemblent et qui ressemblent d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est une bonne phrase que j'ai dit là. Mais, mais c'est qu'il faut outrepasser les beaux habits. Ouais. C'est plus ce que je veux dire, c'est l'espèce de... Je sais pas, quand je regarde ses habits, je suis comme, Farid a probablement jamais couru après un autobus de sa vie. Mais pourtant, c'est faux, tu sais. Mais quand je vois le Madame Sarfati, il y a tout ça, je trouve, tu sais. Puis curieusement, ma famille est allée voir des shows là-bas parce qu'ils ont été passés une semaine à Paris. Puis j'avais écrit à Farid, yo, ma famille est à Paris, est-ce qu'on pourrait arranger quelque chose? Puis il était super gentil, puis il les a reçus. Mais moi, j'ai pas vu de show, c'était une semaine avant qu'il ouvre. Mais... Non, c'est vraiment le fun. Parce que j'ai passé presque un mois à Paris en février. J'ai passé tout le mois de février là-bas. Et j'ai joué plusieurs soirs. Enfin, j'ai fait comme un peu le tour de tous les spots et les clubs et tout. Les premières fois que tu as joué, ça fait plusieurs fois quand même que tu vas jouer à Paris. Les premières fois, est-ce que t'étais-tu nerveux? Est-ce que tu changes quelque chose? C'est quoi ta préparation? Là, maintenant, il y en a moins. Ouais. Parce que avant, je voulais pas aller à Paris. Je voulais pas jouer à Paris. Pourquoi? Des mauvaises expériences, pas trop sur scène, mais plus avec les gens. OK. Je te dirais que la génération avant les Farid, tout ça, c'était pas des gens bien. Les humoristes, bon, on voit beaucoup aussi avec les vols de blagues, très compétitifs, très hargneux, très très hautains. Tu comprends? Ben moi, ça m'intéressait pas, tu comprends? Et puis aussi, des fois, il y avait du stand-up qui était tellement pas à la qualité de ce que nous, on connaît, que même que tu arrivais que les Français étaient tellement habitués à ça que toi, quand tu arrives avec un style que nous, on a ici, c'était comme... C'était mal vu. Ouais, genre... Puis tu vois déjà mon style, comment je suis cool, relax, lent débit, tout ça. Eux, il fallait absolument que tu arrives sur scène et que tu danses et que... Non, frère. Je ne danserai pas. Tu me donnes le micro, on parle. Ouais. Tu comprends? Je t'imagine embarquer sur scène en danse. Frère. Déjà, bon, juste pour t'expliquer, premier show que j'ai fait, c'était au Café Oscar. OK. J'arrive au Café Oscar et puis en fait c'était Verino. Tu vois c'est qui Verino? Je connais juste le nom. Ouais, Verino, super chic type Verino. Depuis qu'on s'est connus la première fois qu'il est venu à Juste pour rire, chic type. Puis j'avais un show que Juste pour rire organisait là-bas, c'était un show extérieur sur Montmartre et tout. Wow. Ouais, c'était vraiment cool. Mais Verino, il m'a dit j'ai demandé à Verino, est-ce qu'il y a un endroit où je peux rôder avant, tu vois? Ouais. Il m'a dit, ouais, vas-y, va à tel endroit, Café Oscar, tu demandes à un gars qui s'appelle Sydney, il va te hook up. Tu vois, j'arrive. Yeah. Il y avait des gens qui se tenaient devant. Je dis, excusez-moi, je cherche un mec qui s'appelle Sydney, vous connaissez? Et là, deux meufs, elles me disent non. Je fais, OK. Je rentre à l'intérieur. Et là, je vais voir la dame au bar. Je fais, excusez-moi, je cherche Sydney. Il dit, tu l'as manqué, il est dehors. Je fais, OK. Il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. J'arrive. Et en fait, il était avec les deux meufs qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas Sydney. Non. Donc, il était juste là. Je fais, OK, apparemment, c'est toi, Sydney. Il me dit, ouais. Je fais, OK, je suis venu de la part de Verino. Est-ce que, tu sais, genre, il m'a dit qu'il y aura moyen que j'ai un spot et tout ça. Il me dit, non, on est plein. Je fais, OK, cool, je vais rester, puis je vais regarder le show. J'attends que le show commence. 1 minute avant que le show commence,
il vient me voir, il se lève, il dit... Et il avait l'air nerveux. Parce que c'est lui qui était le host, tu vois. OK. Et il me dit... Il faisait les 100 pas de ça. Puis après, il vient me dire... Bah, tu veux jouer? Je fais, ouais. Et il dit, OK, tu commences. Je fais, OK. Puis que là, je le suis. On va dans une espèce de backstage qui passe dans une cuisine et tout. Et genre, il arrive sur scène, il dit... Ouais, mesdames et messieurs, bon, bah voilà, bienvenue au spectacle. Alors, le premier invité... Non. Il n'y a pas de host, il n'y a rien. Et en plus, il fait ça a cappella. Bah, pas de micro. Ouais, et donc moi, j'arrive sur scène. Je fais OK, genre, et je cherche le micro comme un crétin. Il n'y avait pas de micro, gars. Il n'y avait pas de micro. J'étais tellement déstabilisé. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Y avait-tu du monde au moins dans la salle? Ouais, il y avait du monde. Okay. C'était rempli, mais j'étais comme... Mais où est le micro? Mais oui. C'était ça ma première expérience, mon premier choix pareil. Donc après, quand est-ce que ça s'est bien passé tout de même? Je m'en rappelle plus. Je pense que... Ah non, oui, ça s'est bien passé parce que je pense que je me suis fait heckle. OK. Parce que tu sais, des fois, à la place de... Tu connais la technique, des fois, à la place de lancer une prémisse, tu lances une question qui est la prémisse. Ouais. Et après, tu sors le punch, tu vois. Yeah. So, je pense que j'avais fait ça. Et il y a une meuf qui m'a répondu une connerie. Et ça m'a tellement énervé, je l'ai roast. That's it. Ouais, je l'ai roast. Et puis, je pense que c'est comme ça que ça a moussé. Puis que ça a bien été. Mais pour moi, c'était pas une expérience cool, quoi, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Puis le show extérieur avec Verino, ça, c'était bien? C'était bien. C'était vraiment bien. C'était Verino, Charlotte Gabris. Il y avait qui d'autre? Il y avait Jarry aussi qui était là. Il y avait les Twins. Tu vois, c'est qui les Twins? Non. C'était avant qu'ils pètent, qu'ils deviennent big. Ils ont une émission, je pense, sur TVA. C'est des deux danseurs, des oui! jumeaux. Ouais, les danseurs de Beyoncé, là. Ouais! Ouais, ils étaient sur le show aussi. Holy shit! Mais ils faisaient pas du stand-up. Non. C'est ça. Ils étaient sur le show, ils dansaient, tout ça. OK. Et je pense que c'était avant qu'ils explosent, genre. Damn! Ouais, c'était cool. Damn. Eddie King? Yes. Dude, merci tellement d'être passé. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, puis je suis tellement content pour toi. Centre Bell, frère. Dude, c'était sick. C'était vraiment cool. Man. Je suis vraiment heureux pour toi. T'es frère. super gentil, mon gars. C'est toujours cool de te voir, de te parler. Ben, moi aussi, gars. Puis continue d'être aussi cool puis smart. Je sais pas, j'ai l'impression que since day one, t'es sweet. Malgré le fait que tu peux avoir l'air imposant, t'es comme le sweetest dude, puis vraiment merci. Puis Merci à toi, frérot. Merci de m'avoir reçu, ça me fait vraiment plaisir. Puis la prochaine fois que tu vas faire un show à Cape Town, man, je viens te voir. Ah, for sure, man. For sure. Là, c'est où le prochain OD, là? C'est ici! C'est plate. Bah, alors, mais écoute, j'ai hâte de voir ça, frérot. T'es fait, mon ami. Take care. Okay. Allez, toi aussi. Cheers. Ciao.